Nous attendons quelques minutes jusqu'à l'arrivée des étudiants. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom La probabilité. Bonsoir, cher Malak, qu'on a perdu votre son. Mademoiselle, on ne peut pas vous entendre. Pardonnez-moi, il y avait un problème de connexion. Chers Pas de participants, souci. bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom La probabilité et ses applications. Ce séminaire se tournera autour des espaces probabilisés, la variable aléatoire et quelques applications. Tout cela avec Dr. Coach Hassine, doyenne de l'Université de Mid-Ocean, maître assistante en mathématiques appliquées à l'Université de Monastir. Accordons maintenant la parole à Dr. Coates. Dr. Coates, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Merci beaucoup, Malak, pour cette introduction. J'aimerais tout d'abord s'assurer, est-ce que vous pouvez voir mon écran? Vous pouvez voir ma Oui, nous présentation? pouvons la voir. Très bien. Oui, nous Merci, pouvons la voir. Vous pouvez commencer. très bien. Merci à vous, Malak. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans ce séminaire
sur la probabilité et ses applications. Donc, je veux parler de la théorie de la probabilité et aussi ses applications ou bien les domaines d'application dans la vie réelle. Juste avant de commencer, je souhaite adresser quelques mots à mes étudiants puisque je vais parler de la probabilité, de la chance et du hasard. Permettez-moi de vous dire, ne laissez pas votre avenir au hasard. Travaillez dur pour créer le chemin qui vous mène où vous souhaitez aller. Là, en parlant du hasard, nous entrons dans une question philosophique intégrante. Mais qu'est-ce que le hasard? Ici, Poincaré, Henri Poincaré, c'est un mathématicien, physicien et philosophe. Il a dit que, ou bien il a déclaré que le hasard est la mesure de notre ignorance. Voilà, imaginons par exemple que l'on souhaite atteindre une destination précise ou bien un objectif et sans connaître le chemin à suivre. Donc, dans notre ignorance, nous choisissons chemin au hasard. Et si nous parvenons à atteindre notre destination sans rencontrer de problème, nous dirons que nous avons de la chance. En revanche, si des problèmes surviennent, nous attribuerons cela à un manque de chance. Donc, ainsi, notre méconnaissance et notre ignorance déterminent notre perception de la chance et du hasard. Et lorsque les mathématiciens et les scientifiques ont commencé à développer une théorie pour étudier les lois de probabilité, cela semblait un paradoxe. Donc, cela semblait paradoxal. Poincaré exprimait son scepticisme en disant comment oser parler des lois du hasard? Le hasard n'est pas l'antithèse de toute loi et la probabilité, c'est l'opposé à la certitude. C'est donc c'est qu'on ignore. Et pour ce qu'on, on ne peut pas calculer quelque chose qu'on ignore. Et donc, il y a là une contradiction au moins apparente. Donc, développer une théorie de la probabilité et des lois du hasard semblait initialement paradoxal, mais plusieurs scientifiques ont contribué à établir des bases solides. Et ils ont réussi à créer une théorie robuste qui a permis de transformer l'apparente imprévisibilité du hasard en cadre mathématique cohérent et applicable. Et aujourd'hui, cela est largement utilisé dans divers domaines tels que la mécanique quantique, l'informatique, la finance, la biologie et aussi plusieurs autres domaines. Par exemple, juste, je veux citer quelques domaines où on peut appliquer la probabilité. Par exemple, dans la mécanique. On sait que pour décrire le mouvement des objets, c'est la mécanique, c'est la théorie qui décrit le mouvement des objets. Pour les objets qui sont macroscopiques, qu'on peut le voir, les choses, les lois sont déterministes. C'est-à-dire quoi déterministes? C'est-à-dire si nous connaissons la vitesse, par exemple, initiale et la position initiale d'un objet, nous pouvons prédire avec certitude où il se trouve à un moment donné. Donc, juste, je connais avec quelle vitesse il va commencer et la position, je peux prédire il va arriver où cet objet-là. Donc, les lois de la physique classique sont si précises que nous pouvons prédire le mouvement des voitures, par exemple, des avions, même des planètes. On peut calculer la vitesse euh, de la Terre et ainsi de suite, donc avec une grande précision. Cependant, maintenant, lorsque nous plongeons dans le monde infiniment petit, des particules subatomiques, telles que les électrons, par exemple, alors, dans ce cas, nous entrons dans un autre domaine. C'est ce qu'on appelle la mécanique quantique. Donc, la mécanique classique, c'est la mécanique juste des objets qui sont en mouvement, mais les objets qu'on peut le voir macroscopiques. Si maintenant je considère un objet microscopique, tel que les électrons, alors ici, les règles de jeu sont radicalement différentes. Les particules quantiques ne se comportent pas de manière déterministe. C'est-à-dire, par exemple, il y a une expérience connue, ça s'appelle l'expérience des fentes doubles. Si je lance ou bien nous lançons des électrons, le même électron, avec la même vitesse et depuis la même position initiale, nous ne pouvons pas prédire précisément où chaque électron atterrira.
Donc, je répète l'expérience. À chaque fois, je répète l'expérience, je trouve un autre résultat différent. Et là, on a commencé à dire, tiens, ça se comporte pas comme les objets macroscopiques. Et donc, puisqu'on n'a pas pu déterminer, là, ici, on ignore donc la loi des mécaniques quantiques. Donc, on fait quoi? Alors, on fait des calculs de proba. Donc, c'est là que les probabilités entrent en jeu. Dans la mécanique quantique, nous ne pouvons pas prédire la position exacte d'une particule à un moment donné. Au lieu de cela, nous calculons des distributions de probabilité pour montrer tout simplement les endroits où ils sont fortement probables de s'y trouver et les endroits moins probables. En informatique aussi, la probabilité se révèle être une clé maîtresse dans le domaine de l'intelligence artificielle, par exemple, et de la prise des décisions. Euh, juste, je veux introduire qu'est-ce que l'intelligence artificielle, juste les bases. Par exemple, nous, les êtres humains, voilà, les êtres humains ont souvent recours à leur intuition pour prendre des décisions. Et cette intuition, en fait, est basée souvent sur des expériences passées et des situations déjà vécues. Bon, juste, je vais prendre un exemple. Imaginez que, par exemple, votre papa une grimace spéciale. Ah, il fait comme ça, ou bien il gronde. Il fait une grimace spéciale qui paraît quand quelque chose ne va pas. Et vous savez, dans ce cas, instantanément, que des ennemis sont à l'horizon. Eh bien, dans le monde de l'intelligence artificielle, c'est comme ça. C'est la probabilité agit un peu comme cette grimace. Donc, elle permet à nos superordinateurs de détecter des schémas, de prévoir des événements et de prendre des décisions intelligentes. Juste, je vais expliquer cet exemple un peu. Par exemple, nous, par exemple, lorsque je suis un enfant et je vois mon papa faire cette action ou bien ce grimace, je peux pas comprendre. Et je sais pas quelle décision je veux prendre. Est-ce que je m'excuse, je dis, désolé papa, ou bien il vaut mieux s'enfuir chez mamie. Et donc, à partir de l'expérience, donc à partir, donc je peux prendre une décision, par exemple, je vais chez mamie et je remarque que c'était pas une bonne décision. Donc, ça reste dans ma mémoire et la prochaine fois, quand je vois ce grimace ou bien cette grimace de mon papa, je sais très bien que quelque chose ne va pas, je veux prendre une décision et à chaque fois, j'apprends de mon expérience. C'est la même chose pour l'intelligence artificielle, sauf que la mémoire d'un ordinateur est mieux, beaucoup mieux que la mémoire d'un être humain. Parce que l'ordinateur, il va calculer exactement à chaque scénario, c'est quoi le résultat qui est un bon résultat, on va dire, ou bien ce comportement a donné tel résultat. Il fait le calcul. Et avec des statistiques, il donne après euh, exactement une pourcentage. Donc, on peut donner comme conclusion, on est sûr qu'avec, par exemple, 70% que cette décision va permettre à faire tel et tel et tel. Par contre, si tu prends cette décision, avec 40%, tu vas avoir euh, comme conséquence telle et telle et telle. Je ne sais pas si j'arrive bien à expliquer les choses. Donc ici, l'intelligence artificielle se base sur les données qui existent déjà maintenant sur Internet. Il y a une quantité énorme des données. À partir de ces données et ces scénarios, les systèmes informatiques, voilà, ils font de calculs parce qu'on a maintenant les formules de probabilité, ils font de calculs et ils peuvent calculer la probabilité de prendre que cette décision soit correcte ou bien les conséquences d'une telle décision. Et chaque fois une nouvelle donnée entre dans le système, à chaque fois le système, il fait de nouveau le calcul, il donne des nouvelles probabilités et on peut prendre des nouvelles décisions avec une certitude plus forte. Voilà donc comment on applique la probabilité en informatique. Aussi, bon, la proba est utilisée aussi pour évaluer et quantifier les risques financiers. Les analystes financiers calculent la probabilité d'événements tels que les variations des taux d'intérêt, le mouvement de marché ou les défauts des paiements. Cela permet aux entreprises et aux investisseurs de prendre des décisions aussi informées pour minimiser les pertes potentielles. Aussi en biologie, utilise la probabilité. En fait, la proba est utilisée pour évaluer et qualifier, pardon, et souvent utilisée dans l'interprétation, par exemple, des résultats de tests ADN.
Le test ADN, on fait beaucoup à nos jours. Et le test, c'est un test génétique, fournit des informations sur les liens, par exemple, familiaux, que la paternité ou bien la maternité ou bien les relations entre frères et sœurs. Ici, on fait l'analyse de résultats et cette analyse implique souvent le calcul de probabilité pour évaluer la probabilité qu'une personne soit le parent biologique d'un individu donné. Par exemple, dans le cas des tests de paternité, la proba de paternité est calculée juste en comparant les marqueurs génétiques du présumé père avec ceux de l'enfant. Et cette probabilité est souvent exprimée en pourcentage. Et un résultat avec une probabilité élevée renforce la conclusion de la paternité, tandis qu'une probabilité plus faible peut indiquer le contraire. Aussi, vous savez que les tests ADN sont souvent utilisés dans les enquêtes criminelles pour déterminer l'identité génétique d'une personne et établir des liens entre un individu et des échantillons biologiques prélevés sur une scène de crime. Ces tests peuvent être cruciaux pour euh, identifier des suspects ou exonérer des personnes innocentes. Et vous voyez là l'importance, il faut bien sûr juste dire que cette personne est innocente, par exemple, se base sur des analyses génétiques et du calcul de probabilité. Donc, on va dire cette personne est innocente avec une probabilité, disons, 99,99%. Donc là, on va donner comme conséquence une pourcentage ou bien une probabilité. Voilà, maintenant, juste pour l'application, il y a bien sûr plusieurs autres domaines où on peut voir l'application de probabilité. Mais voilà, juste j'ai donné la mécanique quantique, l'informatique, la finance et la biologie. Maintenant, je veux passer un peu à la théorie de la probabilité. Je ne sais pas, Malak, est-ce que vous pouvez m'entendre encore? Et nous vous entendons parfaitement. Très bien, merci beaucoup. Juste alors, la théorie de Proba, on a dit, c'est du mathématique. On a arrivé finalement à l'aide de plusieurs scientifiques, plusieurs mathématiciens qui ont contribué à ce sujet pour donner une base solide pour la théorie de probabilité. Donc, juste, on va commencer par deux principes de comptage parce que finalement, on va compter. On va compter combien de chances pour avoir un tel événement et combien de chances pour ne pas avoir cet événement. Donc là, on va compter le nombre d'éléments dans un ensemble. Mathématiquement, on va compter combien dans un ensemble il y a un élément. Et on appelle ça analyse combinatoire. Donc, mathématiquement, il y a deux principes de comptage. Deux principes se base sur deux principes toute l'analyse combinatoire. Principe d'addition et principe de multiplication. Juste avant de donner les deux principes, regardez, je veux commencer par un exemple simple. Par exemple, je suis la propriétaire de deux boutiques. Vous voyez une boutique A et une boutique B. Alors, juste le cardinal d'un ensemble, c'est le nombre d'éléments dans cet ensemble. Donc, si je vous demande, par exemple, combien d'éléments dans l'ensemble A, je peux demander tout simplement, c'est quoi le cardinal de A? Et on peut compter. Il y a ici un vélo, un parfum, une bouteille de parfum, une montre et tablette de chocolat. Donc, il y en a ici, dans A, il y en a quatre éléments. Et dans B, on peut voir, il y en a 5 éléments. Donc, je peux dire le cardinal de A est égal à 4 et le cardinal de B est égal à 5. Jusqu'à là, les choses sont simples. Juste, on a un ensemble et on veut calculer combien d'éléments dans cet ensemble. Mais maintenant, peut-être l'ensemble est plus compliqué. Regardez, par exemple, si je te demande, voilà, je te dis, je vais t'offrir un cadeau. Tu peux choisir un élément de la boutique A ou bien un élément de la boutique B. Donc, tu vas choisir un élément de l'ensemble A ou bien un élément de l'ensemble B. Et là, on se demande combien de choix possibles on a. Donc, je veux choisir un élément de A ou bien un élément de B. Bon. Tu peux penser à dire, voilà, l'ensemble A contient 4 éléments et l'ensemble B contient 5 éléments. Donc, j'ai 4 plus 5, j'ai 9 possibilités. Mais en fait,
pouvez voir que c'est faux. Finalement, tu peux choisir entre vélo, tablette chocolat, parfum, montre, t-shirt, bouquet ou bien plan. Donc finalement, c'est uniquement 7. Pourquoi? Parce qu'on a des éléments qui se répètent. J'ai déjà parfum et montre dans et aussi parfum et montre dans B. Donc c'est un seul choix. Et là, donc, je commence par le premier principe de comptage. Si je veux choisir un élément de A ou bien, et je veux mettre l'accent ici sur ou bien, le mot ou, je veux choisir un élément de A ou bien de B, c'est ici, euh, je vais choisir un élément de l'ensemble union B. Donc, lorsque je veux choisir un élément de l'ensemble A union B, je dois calculer le nombre d'éléments dans A, le nombre d'éléments dans B et le nombre que se répète. Donc, le cardinal de A union B, c'est le cardinal de A plus cardinal de B moins le cardinal de A et B, c'est-à-dire les éléments qui se répètent à la fois, qui existent à la fois dans A et dans B. Donc, ça, c'est le premier principe de comptage. Vous voyez le principe, pardon, voilà le principe de comptage, principe d'addition. Lorsque j'ai un ensemble A et un ensemble B, le cardinal de union B, c'est le cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de l'intersection. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des éléments dans A, nombre d'éléments dans B, moins le nombre d'éléments qui se répètent. S'il n'y a aucun élément qui se répète, donc on dit que A et B sont disjoints, donc il n'y a pas des éléments dans A et B à la fois, tout simplement, je trouve le nombre d'éléments dans A union B, c'est 2 plus 1, c'est la somme. C'est pour cette raison, on dit c'est le principe d'addition. Donc voilà, j'espère que le principe d'addition soit clair pour vous. Maintenant, je passe au deuxième principe de comptage qui est le principe de multiplication. Donc, c'est quoi le principe de multiplication? Maintenant, je reviens à mon exemple. Je suis toujours la propriétaire de boutique. Maintenant, regardez, je veux te demander de choisir un premier objet de A et l'offrir à ta maman et un deuxième objet de B et l'offrir à ton papa. Et donc là, tu vas choisir deux objets. Mais ici, tu dois choisir le premier objet de et le deuxième objet de B. Et donc, l'ordre ici des objets est très important parce que c'est l'objet que tu vas choisir donc, du premier, de A, du premier ensemble A, c'est pour ta maman. Et le deuxième, c'est pour ton papa. Donc, si tu veux choisir parfum de A et montre de B, c'est-à-dire le parfum, c'est pour ta maman et le montre, c'est pour ton papa. Par contre, si tu choisis montre de A et parfum de B, c'est-à-dire le montre pour ta maman et le parfum, c'est pour ton papa. Juste pour vous dire que l'ordre du choix ici est très important, ça change l'événement. Car maintenant, je pose la même question. Combien de choix possibles? Si je veux choisir un élément de l'ensemble A, et puis un élément, donc ici j'entends et. Lorsque j'ai parlé de ou bien, j'ai parlé de la somme. Maintenant, je vais choisir un élément de A et un élément de B. Combien de choix possibles? C'est pas une question facile, mais voyons sur ces deux exemples qui sont simples. Je peux choisir un vélo pour maman, montre pour papa. Ou bien un vélo pour maman, parfum pour papa. Un vélo pour maman, t-shirt pour papa. Un vélo, la balle. Un vélo, un bouquet de fleurs. Déjà, ils sont 5 choix. Encore parfum maman, montre papa. Parfum maman, bouquet de fleurs papa. Parfum maman, parfum papa. On peut trouver encore 5 choix. Et donc, 5 plus 5 plus 5 plus 5, ça fait 5 plus 4. Et donc, on a 20 choix. Donc, si on veut choisir un élément de A ou bien un élément de B, c'est le principe d'addition. Si on veut choisir un élément de A et un élément de B, donc c'est le principe de multiplication. Donc voilà, juste théoriquement, il y en a deux principes de comptage. Si on a un ensemble A et un ensemble B, l'ensemble A union B, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui sont dans A ou bien dans B, voilà, j'applique tout simplement le principe de comptage, c'est la somme. Si je veux choisir un élément de A et un élément de B, j'applique le principe de multiplication. Voilà, donc pour les principes de comptage, maintenant je veux les appliquer sur des exemples.
Euh, voilà, vous voyez ici, j'ai trois positions. J'ai trois positions. Position 1, position 2, position 3. Et j'ai des objets. Objet 1, objet 2, objet 3, objet 4, ainsi de suite. Et maintenant, la question, je veux choisir un objet au hasard pour le mettre dans la position 1. Et, donc là, j'entends et. Et je vais choisir un deuxième objet pour le mettre dans la deuxième position. Et encore, je vais choisir un autre objet pour le mettre dans la position 3. Donc là, je veux appliquer le principe de comptage. Regardez, je vais expliquer ça sur une feuille, peut-être vous voyez ça mieux. Donc, on a dit, je veux choisir, donc j'ai trois positions, 1, 2, 3. Et il y a des objets. Objet 1, objet 2, objet 3, jusqu'à objet 7. Donc, je vais choisir un objet et un autre et un autre. Donc, certainement, c'est le principe de multiplication, c'est pas d'addition parce que j'entends E. Alors, je pose maintenant. Je vais choisir un objet et je le mettre ici. Combien de choix possibles pour uniquement la première? Il y en a 7 choix. Donc, 7 choix. Et maintenant, je veux choisir un deuxième objet. Si je ne peux pas répéter, par exemple, si j'ai choisi déjà 3, je l'ai mis dans un, je ne peux pas le répéter. Donc, il me reste combien d'objets? 6. Donc là, 6 possibilités. Et encore, parce que maintenant, je veux passer à choisir le troisième objet. Si j'ai choisi un autre objet, je ne peux pas le choisir encore une fois, donc il me manque uniquement 5 objets. Et je trouve ici 7 fois 6 fois 5. Ce qu'on appelle ici, ceux qui connaissent les formules mathématiques, c'est 7 factoriel divisé par 4 factoriel, ou ce qu'on appelle l'arrangement de 3 objets parmi 7. Donc, on connaît très bien les arrangements, on a vu ça en secondaire, en principe. Lorsque je veux choisir 3 ou bien un nombre P objets parmi n, donc ici j'ai choisi 3 parmi 7, et je vais les ordonner. Donc, je vais mettre dans une position, deuxième position, troisième position. Donc, la formule, tout simplement, on a dit P objet parmi N, c'est l'arrangement de P parmi N. Ou encore, c'est N factoriel sur N moins P factoriel. Donc, juste, on a trouvé la formule d'arrangement en appliquant le principe de multiplication. Si maintenant, je considère l'arrangement avec répétition. C'est-à-dire quoi, arrangement avec répétition? C'est-à-dire, je peux répéter. Il est autorisé, par exemple, de choisir objet 1 dans la première position et encore objet 1 dans la deuxième position. Je peux répéter. Donc, je veux appliquer encore le principe de comptage pour savoir combien de choix possibles. Donc, je répète, on a 7 objets et on a 3 positions. Je veux choisir un objet pour le mettre dans la position 1, un autre pour la position 2 et un autre pour la position 3. Combien de choix possibles? Or, je veux appliquer le principe de multiplication parce que j'entends E. Premier objet, E, et encore deuxième, et encore troisième. Donc, j'entends E. Donc, c'est le principe de multiplication. Et donc là, voilà, je veux ici 7 objets, on a dit, objet 1, objet 2, objet jusqu'à objet 7 et 3 positions. Donc là, combien de choix possibles pour la première position? Je peux choisir entre 7 objets. Donc 7. Pourquoi? Parce que je veux choisir maintenant et un autre objet. Et maintenant, je peux répéter. Donc si j'ai choisi l'objet 1, je peux le répéter. Donc encore 7 choix. Et encore pour la troisième position, je peux choisir entre 7 parce que je peux répéter, donc c'est 7 à la puissance 3. Et j'appelle ça l'arrangement de 3 objets parmi 7 avec répétition. C'est quoi avec répétition? C'est-à-dire que je peux répéter le même objet. Donc, si on veut choisir P objets parmi N et mettre dans l'ordre, c'est ordonné. Et avec répétition,
Donc, combien de choix je peux choisir? Un objet ensuite, un objet ensuite, un objet, donc c'est n à la puissance p. Comme ici, on a trouvé 7 à la puissance 3. Voilà, donc, principe d'arrangement, en utilisant le principe de multiplication, on a trouvé l'arrangement avec répétition. Voilà, en appliquant encore le principe à chaque fois, le principe de comptage, on peut trouver même le nombre de permutations. Regardez là, euh, j'ai exactement trois objets et je veux le mettre dans trois positions. Donc, un objet à mettre dans une position. Par exemple, j'ai juste, alors, objet 1, objet 2, objet 3 et je veux juste les mettre en ordre. Je mets l'objet 1 tout d'abord, ensuite 2, ensuite 3, ou bien 1, ensuite 3, ensuite 2. Puis, voilà, je permute les objets. Combien de permutations possibles? C'est ça la question. J'ai P objets, je vais les permuter, c'est-à-dire P objets dans P positions et sans répétition. Je peux pas, si je mets objet 1, donc le suivant, ça sera un autre objet. Combien de choix possibles? Et encore, je veux appliquer le principe, pardon, le principe de comptage, encore une fois, parce que cette fois, juste, je peux imaginer, on a un objet 1, objet 2, objet 3 et le mettre dans trois positions différentes. Et pour la première position, je peux choisir un, 2 ou bien 3, donc trois choix possibles. Pour la deuxième position, je peux choisir entre 2 cette fois parce que je ne peux pas répéter, donc 2. Et pour la troisième position, il me reste un seul choix puisque j'ai choisi un objet et puis un autre, donc il me reste un seul objet à choisir, donc une seule possibilité ou bien un seul choix. Et dans ce cas, je trouve 3 fois 2, 1, ce qu'on note mathématiquement 3 factoriels. Donc, en résumé, si on a n objets et on veut le mettre à n positions, différents les objets, donc on va permuter juste comme si on a des objets à permuter. On va juste choisir la position de chaque objet. Et combien de choix possibles? Il y en a n factoriel permutations possibles. Maintenant, si je voulais juste, donc voilà, permutation. Maintenant, juste, je voulais parler de combinaison. C'est quoi la combinaison? Si je reviens, par exemple, à l'exemple que j'ai donné au début, cet exemple de deux boutiques. Lorsque je te demande de choisir un objet pour ta maman de A et un objet pour ta maman de B, le choix de parfum montre, on a dit, est différent du choix montre parfum. Parce que ici, si tu choisis parfum montre, c'est-à-dire parfum pour ta maman, montre pour ton papa. Et si tu choisis montre parfum, c'est-à-dire montre pour ta maman, parfum pour ton papa. Parce qu'on a dit déjà, premier objet pour ta maman, deuxième objet pour ton papa. L'ordre est important. Maintenant, imaginez les choses autrement. Tu vas choisir deux objets, un objet de A et un objet de B, c'est pour toi. Donc, tu vas choisir deux objets pour toi. Et là, si tu choisis parfum, montre ou bien montre, parfum, c'est le même événement finalement. Tu as obtenu finalement montre et parfum. Comme si c'est pas, l'ordre n'est pas important. Tu vas avoir deux objets. Parmi combien? Parmi les objets qu'on a déjà. Et on appelle ça, c'est une combinaison. Combinaison lorsque l'ordre n'est pas important. Tu choisis parfum, ensuite montre, c'est pas important. Comme si tu as choisi montre et après parfum. Donc, dans le cas où l'ordre n'est pas important et on va choisir des éléments parmi n, on applique la combinaison. C'est la formule de la combinaison. C'est quoi cette formule? Voilà, tout simplement. C'est n factoriel divisé par p factoriel, n moins p factoriel. Donc ici, juste, je peux expliquer d'où vient cette formule. On a dit si je veux choisir, par exemple, trois objets parmi 7. Et l'ordre est important. Donc, on a dit c'est 7 factoriel sur 4 factoriel. 4, c'est 3, 7 moins 3. Donc, ça, si l'ordre est important. Donc, choisir objet 1, ensuite objet 2, ensuite objet 3. C'est différent de choisir objet 2, ensuite objet 1, ensuite objet 3. Ce sont deux événements différents.
Mais on a dit ça, c'est une combinaison. L'ordre n'est pas important. Donc, ces deux objets, l'essentiel, j'ai choisi un, 2 et 3. Donc, l'ordre, c'est pas important. Et donc, on doit réduire ce nombre. Ce nombre est très grand. Il considère chaque événement ordonné tout seul. Donc, là, on se demande combien de façons pour l'ordonner. On a dit, c'est le nombre de permutations. On a 3 factoriels. Et donc, on va diviser tout ce nombre sur 3 factoriels pour trouver le nombre de combinaisons. Donc, on va trouver 7 factoriels sur 3 factoriels, 7 moins 3 factoriels. C'est exactement la formule de la combinaison de 3 objets parmi 7. Donc, d'une façon générale, si on va choisir, on a là n objets. Et on va choisir P parmi les N. On va choisir P objet parmi le N. Et l'ordre n'est pas important. C'est pas important de choisir le premier, le deuxième. L'ordre n'est pas important. On dit combien de choix possibles. C'est la combinaison de P objet parmi N, c'est-à-dire N factoriel sur P factoriel, N moins P factoriel. Voilà donc pour le dénombrement, c'est ce qu'il faut savoir, l'arrangement. Finalement, il y a deux principes de comptage que tu peux appliquer directement. Et voilà, on l'applique souvent pour avoir combinaison, permutation ou bien arrangement. Voilà, maintenant, c'est bon. Je suppose qu'on peut maintenant calculer. Bien sûr que au début, c'était la question est évidente. Est-ce que je veux compter le nombre d'éléments dans un ensemble? C'est une question des primaires. J'ai un ensemble, je veux compter le nombre d'éléments. Mais c'est pas toujours simple. Parfois, on a des difficultés à expliciter euh, les objets dans cet ensemble. Donc, il vaut mieux appliquer euh, les deux principes de comptage et appliquer la combinaison, ou bien est-ce que c'est une permutation, ou bien est-ce que c'est un arrangement. Je passe maintenant à définir qu'est-ce qu'un espace probabilisé. On a dit, on a toute une théorie. Finalement, on a réussi à avoir une théorie de probabilité sur laquelle s'appliquent plusieurs domaines. Donc, on va commencer à définir les notions de base de probabilité. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est la définition d'une expérience aléatoire. Une expérience aléatoire, c'est tout simplement toute expérience dont le résultat ne peut être déterminé a priori, c'est-à-dire que du point du hasard, voilà, on ignore le résultat, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat. Cette expérience s'appelle expérience aléatoire. Je donne quelques exemples. Par exemple, si je veux choisir l'un parmi vous au hasard et je calcule la taille, c'est une expérience aléatoire. Je ne peux pas prédire, je ne peux pas savoir quelle est la taille de cette personne choisie au hasard. Donc, c'est une expérience aléatoire. Un étudiant qui va passer un examen, la moyenne de cet étudiant, bien la note de cet étudiant, c'est une expérience aléatoire. On ne peut pas prédire à l'avance quelle note il aura à cet étudiant, ou bien c'est quoi la moyenne de cet étudiant. Donc, encore, on sait très bien que si je lance un dé, hein, je lance un dé à 6 faces, il y a aussi ici, c'est une expérience aléatoire. On ne peut pas savoir quel résultat, combien de points je peux avoir, un point, deux, trois, quatre, ou bien cinq, ou bien six. Donc, c'est une expérience aléatoire, etc., etc. Donc, toute expérience aléatoire, c'est une expérience, j'ignore le résultat. Je ne sais pas le résultat de cette expérience à l'avance. Maintenant, c'est quoi l'univers? L'univers, euh, bien sûr, il est lié à une expérience aléatoire. Donc, si j'ai une expérience aléatoire, je peux parler d'un univers. C'est quoi l'univers? C'est un ensemble et dans l'ensemble, il y a tous les résultats possibles. Donc, si par exemple, je reprends l'expérience aléatoire de je choisis un au hasard et je calcule sa taille, l'univers, c'est quoi? Un réel quelconque, alors pourra être la taille 1 mètre, je ne sais pas, 1,9 m de mètre, je ne sais pas. Donc ici, je veux mettre oméga, c'est l'ensemble de tous les résultats possibles. Donc l'univers oméga, pour moi, c'est de 0 jusqu'à plus l'infini. Je ne sais pas, je ne peux pas me limiter par un réel. Donc, de 0 jusqu'à l'infini, ça s'appelle l'univers, l'ensemble des résultats possibles. Le cardinal de l'univers, c'est-à-dire il y a combien de résultats possibles? L'univers, quels sont les résultats possibles? Le cardinal de l'univers, combien de résultats possibles? Alors, voilà des exemples.
Voilà l'expérience aléatoire. La première expérience aléatoire, je lance un dé. Si je lance un dé, c'est une expérience aléatoire. C'est quoi l'univers? C'est-à-dire quels sont les résultats possibles? Je peux avoir un, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc l'univers, c'est un ensemble qui contient les possibilités. Maintenant, combien de résultats possibles? Le cardinal, c'est 6. Il y a 6 possibilités. Je passe maintenant à la deuxième expérience aléatoire. Je lance une pièce de monnaie. Si je lance une pièce de monnaie, euh, c'est une expérience aléatoire encore. Je ne peux pas savoir quel résultat on va obtenir. Donc, l'univers, quels sont les résultats possibles? On pose la question, quels sont les résultats possibles? Je peux avoir pile ou bien face. Donc, deux résultats possibles. Maintenant, combien de résultats possibles? Il y en a deux résultats possibles. Donc, l'univers, c'est pile face, c'est un ensemble. Le cardinal, c'est un nombre. Deux. Encore le sexe d'un bébé, si on ne connaît pas encore le sexe d'un bébé, l'univers, c'est garçon ou bien fille. Les résultats possibles. Combien de résultats? C'est deux. Maintenant, regardez cette expérience aléatoire. Celle-là, la quatrième expérience aléatoire, on lance un dé. Donc, je lance un dé et je compte le nombre de jets nécessaires pour obtenir un premier 6. Je vais expliquer encore. C'est-à-dire, je lance le dé et j'attends un 6. Si j'obtiens un 6, voilà, j'ai obtenu le 6 dès mon premier lancer. Sinon, je relance le dé. Et j'attends le premier 6. Donc, je lance jusqu'à obtenir un premier 6. C'est ça l'expérience aléatoire. Et donc, je connais pas combien de lancers je vais effectuer pour avoir premier 6. Alors, je pose la question, quels sont les résultats possibles? C'est l'univers. Quels sont les résultats possibles? Je peux avoir mon premier 6 de mon premier lancer. Donc, un, c'est possible. Donc, vous voyez, j'ai écrit un dans l'univers. L'ensemble univers contient un. Encore, je peux avoir mon premier 6 au bout du deuxième lancer, c'est-à-dire le premier lancer n'a pas donné un 6, mais le deuxième peut donner un 6. Donc, je peux avoir 6 au bout du deuxième lancer, ou bien au bout du troisième, ou bien au bout du quatrième, ou bien au bout du dixième lancer. Donc, un, c'est une possibilité. Deux, c'est une possibilité. Trois, 10, 1000. Je peux pas prédire, non, à partir de 100, je suis sûre que je veux avoir un 6. Je sais pas. Donc, l'univers contient tous les entiers naturels non nuls, de 1 jusqu'à voilà, tous les entiers. Maintenant, voilà, j'ai posé la question, quels sont les résultats? Maintenant, combien de résultats possibles? Une infinité. Hein? Combien de résultats possibles? C'est une infinité de résultats possibles. Je passe à l'expérience aléatoire suivante. La moyenne d'un étudiant. On a dit, on ne peut pas prévoir la moyenne d'un étudiant à l'avance. Donc, c'est une expérience aléatoire. Quels sont les résultats possibles? C'est l'univers, hein, la moyenne d'un étudiant. Bon, là, à BitOcean, je dois écrire de 0 à 100, je pense. Mais ici, j'ai suivi le système tunisien de 0 à 20. La moyenne d'un étudiant, c'est de 0 jusqu'à 20. Bon, donc là, on peut avoir une moyenne 10 ou bien 0 ou bien 0,5 ou bien 5. Donc, l'univers, c'est un intervalle, tout l'intervalle, de 0 à 20, tous les réels possibles. Combien maintenant je cherche le cardinal? Combien de résultats possibles? Une infinité. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir 10 comme moyenne, ou bien 10,1, ou bien 10,01, ou bien 10,0001, ainsi de suite, 10,10, ou bien 10,11, etc. Donc, il y a une infinité de possibilités, bien que la moyenne, c'est toujours entre 0 et 20. Donc voilà, j'espère maintenant que c'est clair. Qu'est-ce que l'expérience aléatoire? C'est quoi l'univers, l'ensemble des résultats possibles? C'est quoi le cardinal de l'univers? C'est-à-dire combien de résultats possibles? Maintenant, voilà, on a modélisé une expérience aléatoire. On a parlé d'univers et l'univers pour nous, c'est un ensemble. Donc, maintenant, on va parler des ensembles parce que l'univers, c'est un ensemble qui contient des résultats possibles. Donc, qu'est-ce qu'un événement? Un événement, c'est une partie de cet ensemble, c'est un sous-ensemble de l'univers. Donc, toute partie de l'univers s'appelle événement, tout simplement. Lorsque cette partie, elle contient un seul élément, je vous dis c'est un événement élémentaire. Il contient un seul élément. Lorsque l'événement, c'est l'univers tout entier, parce qu'on sait toujours que oméga inclut dans oméga A, inclut dans A toujours.
Donc, l'univers, c'est un événement parce qu'il est inclus dans lui-même. Mais on dit que c'est l'univers, c'est l'événement certain. C'est une partie qui contient tout l'univers, donc on dit c'est l'événement certain. Car on sait que l'ensemble vide est une partie de n'importe quel ensemble. L'ensemble vide inclus dans n'importe quel ensemble. Donc, l'ensemble vide, c'est un événement. On appelle cet événement l'événement impossible. Prenons un exemple. Si je lance un dé, c'est une expérience aléatoire, l'univers, de 1 jusqu'à 6. Regardez A, c'est quoi? L'événement suivant. On obtient un nombre pair. Obtenir un nombre pair euh, se traduit par l'ensemble de 4, 6. Voilà, j'obtiens un nombre pair, donc soit 2, soit 4, soit 6. Donc, vous voyez, je peux modéliser l'événement par une partie de l'univers. D, c'est l'événement, j'obtiens un nombre impair. Donc, c'est-à-dire quoi? J'obtiens un nombre impair si je lance un D, c'est-à-dire 1, 3 ou bien 6. Donc, encore B se traduit comme une partie, un sous-ensemble de l'univers. Donc, B, c'est un événement. C'est un événement. C, maintenant, l'événement C. J'obtiens un nombre inférieur ou égal à 10. Voilà. Alors, j'obtiens un nombre inférieur ou égal à 10, c'est-à-dire, si je lance un dé, donc je vais avoir 1 ou bien 2 ou bien 3 ou bien 4 ou bien 5 ou bien 6. Et vous pouvez remarquer que c'est lui-même, c'est l'univers. Donc, je dis que l'événement C est un événement certain. Voilà, vous voyez, parce que c'est l'univers, tout l'univers. Et donc, on appelle ça un événement, mais c'est l'événement certain. Donc, on est sûr finalement qu'il va se réaliser. On va avoir un nombre inférieur à 10. L'événement D, maintenant, j'obtiens un nombre strictement négatif. J'obtiens un nombre strictement négatif lorsque je lance un dé. Bon, c'est l'ensemble vide, il n'y a pas de possibilité. Donc, c'est l'ensemble vide. Et l'ensemble vide se traduit par l'événement impossible. Autrement dit, il est impossible d'obtenir un nombre strictement inférieur à 10. Donc, toujours, je rappelle, donc, la modélisation d'une expérience aléatoire, un univers, c'est un ensemble, un événement, c'est une partie de cet ensemble. Donc, on va voir un peu la théorie des ensembles là. Donc, si j'ai un événement A, voilà, A, donc on a dit, c'est une partie. Vous voyez le cadre en orangé, ça, c'est l'univers. Et A, c'est cette partie qui est en bleu. Cette partie qui est en bleu contient F, G, L, etc. C'est quoi l'événement contraire de A? Donc, si j'ai un événement A, c'est quoi le contraire de A? Eh bien, le contraire de A, ce sont tous les éléments, c'est un ensemble qui contient tous les éléments qui ne sont pas dans A. Donc, l'univers, il contient une partie qui est A. Tous les éléments dans l'univers privé de A forment une autre partie que j'appelle l'événement contraire de A. Donc, A bar, tout simplement, c'est l'univers privé de A. Maintenant, si par exemple, je considère l'exemple suivant. Voilà, je donne à chaque fois une expérience aléatoire et je vous demande de déterminer le contraire de chaque événement A. Donc, je considère l'expérience aléatoire, on lance un dé. Je lance un dé. L'événement A, j'obtiens un nombre pair. C'est quoi le contraire? J'obtiens un nombre impair. Ça, c'est simple. Pourquoi? Parce qu'obtenir un nombre pair, c'est 2, 4, 6. Donc, le contraire, avoir 1, 3, 5, c'est-à-dire un nombre impair. Donc, ça, c'est simple. Si je considère maintenant le deuxième exemple, dans une classe, on choisit 2 élèves au hasard. Donc, dans une classe, je veux choisir 2 élèves au hasard. L'événement B, j'ai choisi 2 élèves ou bien les 2 élèves sont 2 filles. Et je pose la question, et c'est un événement, voilà, c'est une possibilité, c'est une partie de l'univers. Maintenant, je pose la question, c'est quoi le contraire de B? Donc, si B, les 2 élèves sont 2 filles, est-ce qu'au B bar, c'est les 2 élèves sont 2 garçons? Non. Pourquoi non? Parce que si les 2 élèves sont 2 filles, le contraire de ça, c'est tous les cas, tous les autres cas ne sont pas 2 filles. C'est-à-dire quoi ne sont pas 2 filles? C'est-à-dire soit 2 garçons, soit une fille et un garçon. Donc voilà, le contraire de B, il contient tous les cas dans l'univers privé de B. Regardez l'exemple suivant. Dans un groupe des Suisses et des Belges, donc dans un groupe des Suisses et des Belges, on discute avec une personne au hasard. Je ne connais pas avec qui je discute.
c'est l'événement. La personne est un homme belge, un masculin ici. Un homme, je veux dire un masculin. Donc, la personne est un belge masculin, un homme belge. C'est quoi le contraire de c'est? On peut pas dire c'est une femme suisse. Non. Pourquoi? Parce que le contraire de c'est-à-dire ce n'est pas un homme belge. C'est-à-dire encore quoi? C'est-à-dire peut-être c'est une femme belge, ou bien femme suisse, ou bien homme suisse. Ce sont tous les cas, tous les autres cas. Donc, toutes les possibilités privées de c'est. Là, juste je continue. Si je considère la dernière expérience aléatoire, une loterie, il s'achète 3 billets. L'événement D, l'un des billets est au moins gagnant. Donc, l'un des billets est au moins gagnant. Le contraire, si l'un est au moins gagnant, certainement le contraire, aucun n'est gagnant. Voilà, donc pour un événement et son contraire. Je passe maintenant à l'événement, si on a un événement A et un événement B. C'est quoi l'événement A ou B? Connote, on a dit, lorsque j'entends ou, c'est l'union. Mathématiquement, c'est l'union. Tout simplement, on a dit A, c'est une partie, B, c'est une partie. Donc, l'événement A ou B, c'est la partie A union B, tout simplement. Et quand l'événement A ou B se réalise, si, et seulement si, l'événement A se réalise ou bien l'événement B se réalise. Maintenant, c'est quoi l'événement A et B? L'événement A et B, tout simplement lorsque j'entends et donc c'est l'intersection. Donc, puisqu'on a dit, on a dit A c'est une partie, B c'est une partie, donc l'événement A et B c'est la partie inter B. Et quand l'événement A inter B se réalise, si seulement si A se réalise et aussi B se réalise. Dans ce cas, je dis A et B se réalisent. Donc voilà pour l'événement ou A ou B et l'événement A et B. Maintenant, quand je dis deux événements sont compatibles, deux événements, l'événement A et l'événement B, sont incompatibles. Lorsque tout simplement l'événement et B, c'est-à-dire l'intersection, est égal le vide. C'est-à-dire quoi l'intersection égale le vide? C'est-à-dire, on a dit le vide, c'est l'événement impossible. Donc, c'est-à-dire l'événement A et B, c'est un événement impossible. Dans ce cas, je dis A et B sont incompatibles. Encore, je définis juste, je donne le vocabulaire probabiliste. On dit que l'événement A implique l'événement B. Je dis que A implique B. Si inclus dans B. Donc, on sait que A est un ensemble, B est un ensemble. Je dis que l'événement A implique B si l'ensemble A est inclus dans l'ensemble B. Autrement dit, donc, je dis que A implique B signifie que la réalisation de l'événement A entraîne la réalisation de l'événement B. Maintenant, juste pour bien comprendre toutes ces définitions, on va faire deux exercices. Je considère une urne qui contient des boules blanches, des boules noires et des boules rouges. L'expérience est la suivante. Je tire une boule de lure au hasard. Je connais pas, je vais tirer quelle couleur. Donc, dans cette urne, il y a trois couleurs différentes. Alors, l'événement A, je tire une boule blanche. L'événement B, je tire une boule qui n'est ni blanche ni rouge. L'événement C, je tire une boule noire ou bien une boule rouge. Donc, ce sont trois événements. Maintenant, je pose la question, A et B sont-ils incompatibles? Je ne sais pas si vous voulez intervenir, vous pouvez écrire votre réponse sur le chat, vous pouvez écrire oui ou non, juste pour participer. Donc, j'ai donné A, B, C, trois événements et je pose la question, est-ce que A et B sont deux événements incompatibles? Peut-être j'attends une réponse. Non, juste vous écrivez, Zoraïde. Je sais pas, Malak, est-ce qu'on peut permettre aux spectateurs de parler?
Très bien, voilà, j'ai eu une réponse. Donc, oui, ils sont incompatibles. C'est-à-dire, il est impossible que A et B, c'est-à-dire A et B, c'est le vide. Regardez, pourquoi? Parce que A, la boule est blanche. B, la boule ni blanche ni rouge. On ne peut pas avoir A et B en même temps. Donc, c'est très bien. A et B ne sont pas compatibles ou bien sont incompatibles. Correct. Maintenant, est-ce que B et C sont incompatibles? L'événement B et l'événement C sont-ils incompatibles? Qu'en pensez-vous? Je vais répondre soit en écrivant sur le chat, soit en levant la main. Très bien. Donc, vous pouvez intervenir. Pensez-vous que l'événement B et C sont incompatibles? Personne? Pas de souci. Donc, Ah, Zoraïda, Ali Adam, la parole est à vous. Oui, on peut dire que A et C sont incompatibles. non, la question c'était B et C, Zoraïda. B, c'est-à-dire la boule n'est ni blanche ni rouge. C, la boule est noire ou bien rouge. Est-ce que B et C sont incompatibles? Non, ils ne sont pas compatibles. Ils ne sont pas incompatibles. Très bien, parce que finalement, on peut avoir B ni blanche ni rouge, on peut avoir noir. Et c'est noir ou bien rouge. Donc, si j'obtiens une boule noire, c'est-à-dire B se réalise et aussi C. Donc, B et C, c'est pas impossible. On peut avoir une boule noire et dans ce cas, B et C se réalisent. Donc, B et C ne sont pas incompatibles. Je passe maintenant à notre exercice. Lors d'un jet, je jette 2 dés cubiques. Donc, j'ai jeté 2 dés cette fois et je m'intéresse aux événements suivants. L'événement A, la somme obtenue est strictement inférieure à 3. Donc, puisque j'ai jeté 2 dés, donc le premier dé va donner un nombre de points, le deuxième dé, il va donner un nombre de points et je vais faire la somme. L'événement A, la somme obtenue est strictement inférieure à 3. L'événement B, la somme obtenue est au plus égale à 5. Regardez maintenant la question, est-ce que les événements A et B bar sont incompatibles? A est le contraire de B. Est-ce que l'événement A et l'événement B bar sont incompatibles? Vous pouvez répondre soit en écrivant sur le chat, soit en levant la main. Personne? D'accord, pas de souci. Donc, regardez, tout d'abord, peut-être il faut savoir c'est quoi B bar avant de répondre à la question. Peut-être on doit savoir c'est quoi B bar parce que la question A, d'accord, A, c'est clair. La somme obtenue est inférieure strictement à 3. Donc, ici, je veux utiliser la feuille pour écrire. Voilà. Donc, juste, je veux traduire. A, c'est quoi? La somme est strictement inférieure à 3. J'ai obtenu une somme entre ces 2 points. Il y a une somme, je fais la somme et la somme est inférieure à 3. C'est l'événement A. L'événement B, c'est quoi? La somme obtenue est au plus égale à 5. C'est-à-dire que le maximum est égal à 5, c'est-à-dire inférieur ou égal à 5. Voilà, j'ai traduit les deux événements mathématiquement. Donc ça, c'est l'événement B et ça, c'est l'événement A. Maintenant, la question, est-ce que A et B bar sont incompatibles ou pas? Alors, j'aimerais savoir, c'est quoi B bar? Le contraire de B. Si la somme inférieure est égale à 5, le contraire, la somme est strictement supérieure à 5. C'est-à-dire, euh, c'est 6, 7 ou bien quelque chose, c'est strictement supérieur à 5. Maintenant, peut-être, on voit mieux les choses. Est-ce que A et B bar, c'est-à-dire comme ça, A et B bar, est impossible? Oui, c'est impossible, car on ne peut pas avoir la somme inférieure à 3 strictement et au même temps, c'est strictement supérieur à 5. Non, c'est impossible.
Et donc, oui, la réponse à la question, est-ce que A et B bar sont incompatibles? Oui, la réponse, sont incompatibles. Maintenant, peut-être la question suivante, j'aurais une réponse de quelqu'un. Est-ce que A implique B? Est-ce qu'on a A implique B? C'est-à-dire, est-ce que la réalisation de A entraîne la réalisation de B? Regardez, on a dit A, c'est quoi? La somme est strictement inférieure à 3. Est-ce que ceci implique que la somme est au plus égale à 5? Oui ou pas? Nous attendons vos réponses. Donc, la réponse ici est oui. Si la somme est strictement inférieure à 3, certainement, elle est inférieure à 5. On a obtenu une somme inférieure à 3. Donc, la réalisation de A, si A se réalise, cela entraîne la réalisation de B. Et donc, je dis que A implique B et la notation A inclut dans B. Peut-être la dernière question. La troisième question, est-ce qu'on a B implique A? Est-ce que la réalisation de B entraîne la réalisation de A? C'est-à-dire, si B se réalise, alors nécessairement A se réalise. Est-ce que ceci est vrai? Allez, où sont vos réponses? Vous pouvez soit en l'écrivant sur le chat, soit en levant la main. Car peut-être je dois donner la réponse. Là, B n'implique pas A. Pourquoi B n'implique pas A? Je dois expliquer, je peux expliquer sur la feuille. Regardez, on a dit B, c'est l'événement, la somme obtenue est inférieure ou égale à 5. C'est-à-dire la somme pourra être 4, 1, 3, 2 ou bien 5. Est-ce que ceci implique nécessairement que la somme inférieure à 3? Non, c'est pas nécessaire. On peut avoir somme égale à 4. Et dans ce cas, voilà, B se réalise, mais il n'entraîne pas que la somme inférieure strictement à 3. Donc, la réalisation, si on connaît que B s'est réalisé, a été réalisé, c'est bon, la somme est inférieure ou égale à 5. Bon, on peut pas, c'est pas nécessaire que la somme soit strictement inférieure à 3. Et donc, B n'entraîne pas A ou bien l'événement B n'implique pas l'événement A. Donc, j'espère maintenant, vous avez bien compris qu'est-ce que un événement implique l'autre ou bien l'événement A et B, l'événement A ou bien B. Je ne sais pas combien j'ai de temps, Malak. Est-ce que j'ai 1 heure uniquement ou bien 1h30 ou bien c'est combien? Vous pouvez avoir 30 minutes de plus. Il n'y a pas de Pardon? problème. Euh, J'ai pas entendu, malheureusement. oui, 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 vous pouvez avoir 30 minutes de plus. Mais il ne faut pas la dépasser. Ah, 3 minutes. 30 minutes, 30 Ah, minutes. 30 minutes, d'accord, 30 minutes, merci beaucoup. D'accord, on dépasse pas 30 minutes, Inch'Allah. Alors, regardez, juste comme j'ai bien dit, les mathématiques, c'est c'est un langage. Donc, on doit écrire les choses à l'aide des symboles mathématiques. Et là, on a des expériences aléatoires et on doit faire la modélisation. Comme j'ai bien dit, on doit appliquer les mathématiques par la suite. C'est pas des formules, tout simplement pour faire le calcul, pour s'amuser avec le calcul. Non, on va appliquer après ces formules sur, ou bien dans la vie réelle donner des, euh, pour donner des décisions ou bien pour prendre des décisions dans la vie réelle. Et donc là, c'est un exercice pour s'entraîner à écrire les choses, les expériences et les événements à l'aide des symboles mathématiques. Regardez cet exercice. Je lance ou bien Alice ici et Bruno. Voilà. Ah, vous voyez pas l'exercice. Voilà l'exercice. Alice et Bruno lancent 6 fois le même dé. Donc, on va jouer avec un dé et c'est le même dé. Alice et Bruno lancent le dé à tour de rôle. Donc, c'est Alice qui va commencer. Alice lance le dé, et puis Bruno, et puis Alice, puis Bruno, ainsi de suite. Donc, 6 fois. Le gagnant est le premier à obtenir un 6. Donc, c'est lui qui va avoir un premier 6, c'est lui le gagnant. Donc, j'espère que l'expérience est simple là. L'événement A, c'est la victoire d'Alice, c'est-à-dire c'est Alice qui a gagné le jeu. Deuxième événement, la victoire de Bruno, c'est-à-dire Bruno qui a gagné. Donc, ce sont des événements, ils peuvent se réaliser ou non. On a dit c'est un événement, c'est une possibilité.
L'événement C, il n'y a pas de vainqueur parce qu'au finalement, on peut jouer 6 fois et il n'y a pas de 6 appareil. Et donc, il n'y a pas de vainqueur. Donc, A, c'est une possibilité. C'est un événement. B, c'est un autre événement. C est un autre événement. Quand je veux donner des événements, j'ai noté F1, l'événement. J'ai obtenu un 6 dès le premier lancer. Ma premier lancer a donné 6. C'est un événement, on peut avoir, il peut se réaliser ou non. F2, c'est au bout du deuxième lancer qu'on a obtenu un 6. F3, le troisième a donné un 6. F4, le quatrième a donné un 6. F5, le cinquième a donné un 6. F6, le sixième a donné un 6. Donc, ce sont tous des événements qui peuvent se réaliser ou pas. Maintenant, la question, on va maintenant essayer d'écrire les choses. Ce sont des expériences, ce sont des événements. On va écrire maintenant avec le langage mathématique. Je veux exprimer l'événement A à l'aide de l'événement F1, F2, F3, F4, F5, F6. C'est-à-dire, quelle relation entre A et les événements F1, F2, F3, F4, F5, F6. Alors, regardez, je vais utiliser encore la feuille pour expliquer. On a dit, on va lancer 6 fois. Donc, une première fois, une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois. L'événement A, victoire d'Alice. Alice gagne. L'événement B, on a dit Bruno gagne. Voilà. Et C, il n'y a pas de vainqueur, on a dit. Alors, F1, c'est-à-dire, j'ai obtenu un 6 au cours de premier lancer. F2, j'ai obtenu un 6 au cours de deuxième lancer. F3, au cours de troisième lancer, ainsi de suite. Maintenant, je veux essayer d'écrire les choses. Égal à quoi? C'est-à-dire, Alice gagne quand? Alice gagne si quoi? Si F1 se réalise, oui. Si elle trouve un 6 au bout de son premier lancer, c'est bon, elle gagne. Ou bien, j'entends ou. Donc, c'est l'union. Vous voyez, on a dit lorsqu'on a ou, c'est l'union. Donc, A égale F1 ou bien. Autre possibilité pour que Alice gagne, on va dire F3. C'est-à-dire, elle trouve 6 au bout, parce que ça, c'est pour Alice, ça, c'est pour Bruno. C'est Bruno qui va lancer une deuxième fois. Euh, voilà, puis Alice, puis Bruno, puis Alice, puis Bruno. Voilà, c'est à tour de rôle. Et donc, c'est pas elle qui va lancer au bout du deuxième lancer. Et donc, pour qu'elle gagne, soit elle trouve un 6 au bout du premier lancer, soit elle trouve un 6 au bout du troisième lancer, soit elle trouve un 6 au bout de cinquième lancer. Alors, comment je peux écrire ça? Vous pouvez penser à écrire ça sous la forme F1 ou bien F3 ou bien F5. C'est-à-dire 6 au bout de premier lancer ou bien 6 au bout de troisième ou bien 6 au bout de cinquième, parce que ce sont les lancers d'Alice. Mais ça, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce qu'on peut avoir ici 6 au bout de troisième lancer et 6 au bout de deuxième lancer. Et dans ce cas, Alice ne gagnait pas. C'est Bruno parce qu'il a trouvé le 6 avant elle. Il faut faire attention à tous les cas possibles. Pour qu'elle gagne, il faut qu'elle trouve un 6 au bout de premier lancer, ou bien maintenant, ou bien quoi? Bruno ne trouve pas un 6 au bout de deuxième lancer, c'est-à-dire F2 bar, le contraire de F2, ne trouve pas un 6. Et il trouve un 6 au bout de troisième lancer. Donc, Bruno ne trouve pas un 6 et elle trouve. Encore, ou bien il y a un autre cas, donc, ou bien union. Elle trouve un 6 au bout de cinquième lancé, mais il faut que Bruno ne trouve pas au bout de deuxième lancé, F2 bar, et F4 bar et F5. Voilà comment je peux lire cette phrase. Elle trouve un 6 au bout de son premier lancé, ou bien le deuxième lancé ne donne pas 6. Le troisième, c'est son tour, trouve 6. Ou bien Bruno ne trouve pas un 6 au bout de deuxième lancé, ni au bout de quatrième lancé, et elle trouve un 6 au bout de cinquième lancé. Et comme ça, ce sont les 3 cas possibles où Alice gagne. Maintenant, quand Bruno gagne, je vais noter B, l'événement Bruno gagne. Pour que Bruno soit le gagnant, il faut que Alice, tout d'abord, ne trouve pas un 6 au bout de son premier lancer. Et lui, il trouve un 6 au bout de deuxième F2.
C'est pas l'unique cas où Bruno gagne. Ou bien, Alice, pas de 6 au bout de premier lancer, ni au bout de troisième lancer, et lui, il trouve au bout de quatrième lancer. Ou bien, pas de 6 au bout de premier, ni 6 au bout de... Donc, on a dit, il a le deuxième lancer pour Bruno, le quatrième et le sixième. Donc, ni F1, ni F3, ni F5, et lui, il trouve F6. Donc, F6, c'est-à-dire il trouve 6 au bout de sixième lancé. Voilà, maintenant, vous voyez d'une telle expérience comment je peux écrire les choses avec un langage mathématique. L'événement A, c'est cet événement-là. Il est exprimé en fonction de F1, F2, F3 jusqu'à F6. Je ne sais pas si vous avez des questions jusqu'à là. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Ils ont dit, on voit pas bien l'exercice. Je m'excuse, j'ai pas fait attention. Hum. Zoraïda Ali Adman, la parole est à vous. Zoraïda, la parole est à vous. Pardon, madame, Bonsoir. mais je n'ai pas bien compris l'exercice. Vous n'avez pas bien compris? Mhm. D'accord. Mademoiselle, vous avez bien compris l'expérience aléatoire, le principe de jeu. On lance un dé autour de rôle. Oui, j'ai compris tout ça. Très bien. Alors, vous voyez ma feuille quand même, hein? Vous voyez ma feuille. La feuille sur laquelle j'écris. Zoraïda, Oui, je vois. Zoraïda. Très bien. Alors, regardez, mademoiselle. On a dit, on va lancer le dé autour de rôle. Donc, ici, Alice va lancer le dé, puis Bruno, puis Alice, puis Bruno, puis Alice, puis Bruno. Et le gagnant, c'est qui? C'est le premier qui va trouver un 6. C'est le joueur qui va trouver le premier 6. Donc, Alice commence. Combien de possibilités Alice peut gagner, c'est elle qui va trouver le premier 6, ou bien Bruno gagne, c'est-à-dire c'est lui qui va trouver le premier 6, ou bien il y a pas de vainqueur. Pas de vainqueur, c'est-à-dire on a joué 6 fois et pas de 6 apparaît. Donc on va noter comme ça A, l'événement victoire d'Alice. B, victoire de Bruno. C'est-à-dire, bon, c'est un événement, parce qu'ici, on parle d'expérience aléatoire. Je ne sais pas qui va gagner. Bon, on va dire, peut-être Alice gagne, peut-être Bruno gagne, peut-être un vainqueur. Aucun. C'est-à-dire, on peut jouer 6 fois et aucun 6 n'apparaît. Maintenant encore, j'ai noté des possibilités. J'ai noté F1, c'est l'événement 6 au bout de premier lancer. C'est-à-dire, lorsqu'on a lancé une première fois, on a trouvé 6. L'événement F2, 6 au bout de deuxième lancer. C'est-à-dire, lorsqu'on a lancé une deuxième fois, au cours de deuxième fois, on a trouvé un 6. Ainsi de suite. F3, c'est quoi? 6 apparaît au bout de troisième lancé. F4, on a un 6 qui apparaît au bout de quatrième lancé. F5, 6 apparaît au bout de cinquième lancé. F6, l'événement 6 apparaît au bout de sixième lancé. Lorsque, par exemple, on a fait le jeu et on a trouvé 4, 6, 6, 1, 6, 3, c'est qui le gagnant là? Le gagnant, c'est Bruno, parce que c'est lui le premier qui a trouvé le 6. Et lorsqu'on a 4, 6, 6, 1, 6, 3, c'est-à-dire Bruno, ça, B se réalise. Et F1
n'a été pas réalisé. F2, oui. F3, oui. F4, non, on n'a pas trouvé 6. F5, oui. F6, non. Donc, c'est comme ça, on dit un événement se réalise ou pas. Jusqu'à là, c'est bon, cela a été? Vous pouvez répéter votre question? Oui, Juste, ça va, c'est ça. c'est bon? Jusqu'à là? Oui, ça va. Très bien. Maintenant, la question, on va exprimer A, l'événement A, victoire d'Alice, à l'aide des événements F1, F2, F3, F4, F5, F6. On va exprimer est-ce que A égale F1 ou bien A égale F1 et F2. C'est comme ça, on va exprimer A à l'aide des autres événements. Donc, je veux essayer d'analyser cet événement, victoire d'Alice. Quand Alice gagne le jeu? Alice gagne lorsque elle trouve 6 au bout de son premier lancer, c'est-à-dire lorsque on trouve ici 6. Dans ce cas, quel que soit ce lancer, celui-là, l'autre, toujours si elle trouve 6 au bout de son premier lancer, c'est bon, elle gagne. Est-ce qu'il y a une autre possibilité pour que Alice gagne? Oui, donc on va dire soit elle trouve 6 au bout de son premier lancer, ou bien, donc ici, ou bien c'est l'union. On a dit ça, c'est l'événement pour dire ou. Donc, soit elle trouve 6 au bout de son premier lancer, ou bien l'autre possibilité, Zoraïdet, pour que Alice soit la gagnante. Il faut qu'il obtienne 6 sur la troisième lancée. Très bien. Tu veux dire ou bien F3, oui ou non? C'est Oui, ça? Alors, regardez. Si par exemple, tu veux dire F3, 0, c'est pas 0, 1, 6, 6, 3, 4, 6 par exemple. Regardez. Si on trouve 1 tout d'abord, ensuite 6, ensuite 6, ensuite 3, ensuite 4, ensuite 6. C'est-à-dire ici F3 se réalise, oui ou non? Alice a trouvé un 6 au bout de troisième lancé, on a trouvé un 6. Mais ça n'implique pas que Alice gagne parce que c'est Bruno qui a trouvé le 6 avant elle. Vous voyez? Donc, le fait que oui, F3 se réalise n'implique pas la victoire d'Alice. Il faut qu'elle trouve un 6 avant Bruno. C'est ça la condition. Et donc, on ne peut pas dire ou bien F3 tout simplement. Non, c'est pas vrai. On doit trouver ou bien, il faut que Bruno ne trouve pas un 6 tout d'abord. Oui, elle trouve, elle, le 6. Donc, F2 bar, c'est-à-dire, il n'y a pas de 6 ici et 6 au bout de troisième lancé. Est-ce que c'est clair? oui. Très bien. Ou bien, une autre possibilité maintenant pour que Alice soit gagnante, on a dit, soit elle trouve au bout du premier lancer un 6, ou bien Bruno ne trouve pas et elle trouve au bout du troisième lancer, ou bien est-ce qu'il y a une autre possibilité pour que Alice soit gagnante? Oui, il y a une autre possibilité. Il y a donc, elle doit trouver un 6 au bout de cinquième lancer, ici. Donc, on va dire F5. Il faut que F5, alors, au moins se réalise. Mais encore, il faut que F5 se réalise. Et Bruno ne trouve pas, ici je trouve 6, mais Bruno, il ne faut pas trouver 6 là et 6 là pour qu'elle soit gagnante. Donc, je veux dire F2 bar et F4 bar et F5. Donc, soit elle trouve pour la première fois 6, ou bien Bruno lance et elle trouve, elle, au bout de troisième lancer, un 6, ou bien deuxième lancer, c'est elle pour Bruno, ne trouve pas un 6, quatrième lancer qui est pour Bruno, pas de 6, et sixième, et cinquième, pardon, c'est elle le cinquième lancer. Et c'est le cinquième lancer, c'est pour elle, donc elle trouve un 6 au bout de cinquième lancer. Est-ce que maintenant cette écriture est claire, Zoraïdet? Vous avez bien compris Oui, pourquoi on a c'est écrit bien ça? clair, merci Voilà. beaucoup. Donc, juste regardez. Donc, on a écrivé les événements qui sont juste victoire d'Alice. C'est une phrase là, c'est une phrase en français. On a traduit cette phrase avec des symboles et avec des écritures mathématiques. D'accord? Oui, c'est d'accord. Très bien. Donc, de la même façon, vous pouvez exprimer la victoire de Bruno avec les événements F1, F2, F3, F4, F5. Il n'y a pas de vainqueur là. Pas de vainqueur, c'est simple. S'il n'y a pas de vainqueur, c'est-à-dire tout simplement, on n'a pas trouvé un 6. Ni au bout de premier lancé, ni au bout de deuxième, ni au bout de troisième, ni quatrième, ni cinquième, ni sixième. Donc,
Toujours, il n'y a pas de 6. Pour cette raison, il n'y a pas de vainqueur. Donc, F1 bar et F2 bar et F3 bar, toujours pas de 6. Donc, voilà, juste pour s'habituer à écrire les phrases qui sont en français, issues d'une expérience aléatoire, les événements à l'aide des symboles mathématiques. Voilà, juste ça, c'est la correction de l'exercice. Maintenant, juste, je veux terminer parce qu'on ne doit pas dépasser le temps. On va parler d'un système complet d'événements. Imaginez qu'on a des événements. A1, c'est un événement. A2, c'est un autre événement. A3, c'est encore un événement. Ah, je dois présenter. Voilà. On a un système d'événements F1, F2, F3, F4 jusqu'à Fn. Donc, on dit c'est un système d'événements ou bien une famille d'événements. Quand je dis que cette famille forme un système complet d'événements, quand je dis que ce système forme un système complet d'événements, lorsque deux points sont satisfaits. Le premier point, donc si juste j'explique ça sur la feuille, puis je donne la définition. Par exemple, on a des événements A1, A2, A3, A4. Disons, on a 4 événements. Quand je dis que ces événements forment un système complet d'événements, est un système complet d'événements. Si deux points sont satisfaits. Le premier, c'est que les événements sont 2 à 2 incompatibles. C'est-à-dire quoi? A et A2, c'est impossible. A1 et A3, impossible. A1 et A4, impossible. A3 et A4, impossible. C'est-à-dire, si je considère deux événements différents, ils sont incompatibles. Donc, j'écris ça au lieu d'écrire toutes ces lignes, j'écris tout simplement AI et AJ est impossible. Vu que, par exemple, I différent de J, si je considère deux événements différents, AI et AJ est impossible. Deuxième point, il faut que A1 ou bien A2 ou bien A3 ou bien 4 soit l'événement certain. On est sûr que cet événement se réalise. A1 ou bien 2, ou bien A3 ou bien A4 se réalise. Si ces deux points sont satisfaits, on dit que cette famille forme un système complet d'événements. Donc, je reviens à la présentation. Voyons, voilà la définition. Donc, je dis que une famille A1 jusqu'à AN forme un système complet d'événements si les événements sont 2 à 2 incompatibles et la réunion des événements, c'est l'événement certain. Je termine par cet exemple. Donc, je vais vous proposer des expériences aléatoires ou bien une expérience aléatoire et à chaque fois une famille d'événements. Et dites-moi à chaque fois, est-ce que cette famille forme ou pas un système complet d'événements? Je commence par voilà l'expérience tout d'abord. Dans une urne, on a des cubes et des boules. Les cubes sont rouges. Les boules, il y a des boules rouges, il y a des boules vertes. Donc, dans une urne, on a des cubes rouges et des boules qui sont rouges et des boules qui sont vertes. Et on a tiré un de ces objets au hasard. On va tirer un seul objet. Le premier événement A1, l'objet tiré est un cube. Donc ça, c'est un événement. L'objet tiré est un cube. Deuxième événement, l'objet tiré est une boule. Est-ce que cette famille forme un système complet d'événements? Oui, cette famille forme un système complet d'événements. Pourquoi? Parce que tout d'abord, il est impossible d'avoir A1 et A2. C'est-à-dire, on a tiré un seul objet. Il est impossible qu'il soit un cube et encore une boule. Donc, A1 et A2, impossible. Et union A2, il est certain. Pourquoi encore? Parce qu'on est sûr, on va tirer soit un cube, soit une boule. Donc, A1 ou bien A2 est certain et A2 est impossible. Donc, la famille A1, A2 forme un système complet d'événements. Je définis maintenant une autre famille d'événements. P1, l'objet tiré est rouge.
B2, l'objet tiré est vert. Est-ce que cette famille forme un système complet d'événements? Oui, encore? Oui, elle Oui, forme. très bien. Parce que il est impossible d'avoir B1 et B2. Hein, on a tiré un seul objet. Donc, il est impossible qu'il soit rouge et aussi il est vert. Non. Et l'événement B1 ou bien B2, il est certain. On est sûr qu'on va tirer soit rouge, soit vert. Ce sont toutes les couleurs possibles, toutes les couleurs possibles dans l'heure. Donc, la famille B1, B2, c'est un système complet d'événements. Je passe maintenant à la troisième famille, C1, C2, C3. C1, l'événement, l'objet tiré est une boule rouge. C2, l'objet tiré est un cube rouge. C3, l'objet tiré est vert. Donc, ce sont trois événements. On pose la question, est-ce que ça forme ou pas, cette famille d'événements, ces trois événements, forme ou pas un système complet d'événements? Madame, je ne vois pas bien l'exercice et en plus ici, il y a problème de connexion et je n'entends pas bien. Vous voyez pas encore l'exercice? Je ne vois pas bien. C'est flou. C'est flou, d'accord. Regardez, je veux copier l'exercice sur la feuille. Et maintenant, je veux agrandir l'écriture. J'espère qu'elle sera claire. Vous voyez mon écriture là, ici? Oui, oui, nous pouvons la voir. Très bien. Alors, regardez, on a dit dans l'urne, il y a des boules rouges, il y a des boules vertes. Donc, il y a des boules rouges, il y a encore des verts, et il y a des cubes qui sont rouges. D'accord? Et on va tirer un objet au hasard. L'événement, c'est un. L'objet tiré est une boule rouge. Ça, c'est une possibilité. L'événement C2, l'objet tiré est un cube rouge. Ça, c'est une autre possibilité. Troisième, l'objet tiré est vert. Encore, c'est une possibilité. Maintenant, la question, est-ce que la famille C1, C2, C3, cette famille forme ou pas un système complet d'événements? Oui, elle forme un système complet d'événements. Très bien. Elle forme bien un système complet d'événements. Pourquoi? Parce qu'il est impossible d'avoir C1 et C2. On va avoir une boule rouge et aussi un cube rouge puisqu'on va tirer un seul objet. Encore, C1 et C3, c'est impossible. On ne peut pas avoir une boule rouge et vert à la fois parce que chaque boule a une unique couleur. Et donc, les événements aussi C2 et C3, c'est impossible. Il est impossible d'avoir cube rouge et aussi un objet vert. Donc, les événements sont 2 à 2 incompatibles. Et on est sûr d'avoir ou bien C1, ou bien C2, ou bien C3. Finalement, soit on va tirer une boule rouge, soit un cube rouge, soit un objet vert. Donc, cet événement, C1, ou bien C2, ou bien C3 est certain. Et donc, voilà, cette famille forme un système complet d'événements. Je vais terminer la séance. Je remercie énormément votre présence. Est-ce que vous avez des questions? Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Pas de questions? Je crois qu'il n'y a pas de questions. À la fin de ce séminaire, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Dr. Coates? Merci, je voulais juste vous remercier, Malak, remercier tous les étudiants et voilà, c'est tout. Donc, merci à vous, Dr. Coates, pour avoir donné ce splendide séminaire. Donc, moi aussi, je ne suis pas une femme mathématique, mais j'ai bien compris. Oh, très bien, ça me fait plaisir. Merci aux participants d'avoir participé au séminaire. Pour ceux qui n'ont jusqu'à maintenant pas inscrit au formulaire, veuillez s'il vous plaît vous inscrire au formulaire du certificat de participation
pour recevoir votre certificat de participation à la fin du séminaire. Vous pouvez également suivre le compte officiel de l'université sur Facebook pour être au courant des dernières actualités concernant les séminaires, les formations, les ateliers et l'inscription au programme d'études de l'université. Merci à vous tous et nous espérons vous voir dans d'autres séminaires la semaine prochaine ou bien bientôt. À la prochaine, Inch'Allah. Bonne soirée.